Bonjour à tous, cette vidéo pour continuer et terminer, alors ça se fera peut-être en deux vidéos, notre chapitre 11, c'est-à-dire l'intégration sur un segment. Je l'avais dit en classe, je me permets de faire quand même pas mal, une bonne partie rapidement, disons, ou en tout cas en distanciel, avec évidemment une reprise en classe sur tous les points qui le nécessitent. Parce que finalement, il y a déjà toute une partie qu'on a déjà vue, et qui, donc constitue des rappels. Mais comme je l'avais dit, il y a aussi des choses nouvelles, donc ça nécessite quand même, de s'y pencher un peu. Et de prendre ça évidemment très sérieusement, parce que vous allez voir qu'il y a quand même des parties, que vous ne connaissiez pas et qui sont pas forcément évidentes et qui sont importantes. Alors donc, on en était, si je ne me trompe pas, en classe, on était au 2-6, on avait rempli, le cours sur la proposition 1, proposition 2, mais on n'avait pas écrit de preuve, ni pour l'une ni pour l'autre. Alors la proposition 2, je pense pas que j'écrirai la preuve, on peut quand même enfin, on peut le faire l'oral en fait, hein, c'est quasiment la même chose que la proposition 1. Donc je propose de démontrer déjà la 1, et puis, éventuellement de discuter si besoin de la 2. Donc dans la 1, je rappelle le contexte, on avait donc une fonction paire, et simplement, on expliquait justement ce que la symétrie qu'on observe sur la courbe d'une fonction paire peut impliquer sur le calcul des intégrales des fonctions paires sur un segment. Donc on avait remarqué simplement que si on prend l'intégrale entre a et b, c'est le même résultat que si on prend l'intégrale entre moins b et moins a. J'ai refait la figure que je vous avais proposée en classe, si mon souvenir est bon. Et donc effectivement, en tout cas graphiquement, on s'aperçoit que effectivement ça a l'air correct. Puisqu'on avait, rappelez-vous, hein, on avait défini l'intégrale à l'aide d'air, pas encore à l'aide de primitives, on ne dispose pas encore des primitives, hein, je le redis. Là pour l'instant, on a les airs. Bon. Donc en termes d'air algébrique, hein, toujours, c'est bien cohérent. Et après, donc si on prend entre moins b et b, ou entre moins a et a, hein, d'ailleurs, ça revient à prendre 2 fois l'intégrale entre 0 et b. Donc tout ça, ça se démontre assez facilement. Du coup, je propose d'écrire la preuve là avec vous. Donc, du coup, on partirait... Alors, attendez, je vais mettre un écran plus grand, voilà. On partirait donc de l'intégrale entre moins b et moins a de f de x et x. Il faudrait arriver donc à montrer que c'est égal à l'intégrale entre a et b de f de x et x. Enfin de f quoi. Ok. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que comme f est pair, donc là ce serait la parité de f qui nous permet d'affirmer ça, ça revient à dire qu'on calcule l'intégrale de moins b à moins a de f de moins x, dx toujours, et donc on va opérer un changement de variable pour revenir à f de x, puisque justement tout réside là-dedans. Donc ici on fera le changement, du coup on va prendre t, disons, égal à moins x, donc ça ferait dt égal à moins dx, et donc dx égale moins dt, si vous voulez. Donc du coup, ça revient à dire, alors mon x au départ était entre moins b et moins a, comme je passe à t qui est égal à moins x, on va se retrouver entre b et a. Donc f de t, et donc dx devient moins dt, donc je vais avoir moins f de t dt. Du coup, par linéarité de l'intégrale, je peux dire que ça fait moins l'intégrale de b à a f de t dt. Et comme moins l'intégrale de b à a, c'est pareil que l'intégrale de a à b, je récupère bien l'intégrale que je voulais. Donc effectivement, notre première formule, pas trop de soucis pour la démontrer. Ensuite, la deuxième, donc d'autre part, pour le deuxième point, cette fois-ci, on part donc de l'intégrale entre moins b et b de f de f. Oui, d'ailleurs, je n'ai même pas besoin de... Je pense que j'ai même pas besoin de passer par les variables, donc juste de f. On va utiliser la relation de Chasles pour dire que c'est la même que la somme d'intégrale de moins b à 0 et de 0 à b de f, bien sûr. Et du coup, en utilisant ce qu'on vient de démontrer, on peut dire que l'intégrale de moins b à 0, c'est la même que l'intégrale de 0 à b de f, plus l'intégrale de 0 à b de f, autrement dit, 2 fois l'intégrale de 0 à b de la fonction f. Voilà. Donc évidemment, le seul passage finalement, c'est là, car f est pair. Et c'est ce qui est démontré juste au-dessus.
Voilà, bon, la démonstration donc n'a rien de terrible. Et pour l'imparité, même principe, vous faites franchement la même chose, hein, en faisant le changement de variable comme tout à l'heure pour la première preuve, ça va donner aussi pareil. Et avec Chal, ça va donner 0 cette fois-ci, puisque cette fois-ci, vous n'aurez pas deux fois la même intégrale, vous aurez la différence des deux mêmes intégrales. Voilà, parce qu'une fonction impaire, elle, vérifie pas tout à fait la même chose. Vérifie f de moins x égale moins f de x. Donc ça fait apparaître un moins. Mais sinon, rien de particulier. Donc je passe pour la proposition 2. La proposition 3, on ne l'avait pas remplie, me semble-t-il. Elle est assez connue, je pense que vous avez déjà, ou en tout cas vous avez déjà fait la réflexion, je ne sais pas. Quand on a f qui est périodique de période t, alors calculer l'intégrale entre a et a plus t, c'est la même chose que calculer l'intégrale entre 0 et t. Autrement dit, du moment où vous prenez un intervalle qui est de longueur t, donc de longueur la période, vous aurez de toute façon la même intégrale. Alors c'est pas si trivial entre guillemets que ça à démontrer. Bon là je vais passer, mais bon pour essayer, c'est pas non plus indémontrable, hein. Et juste pour illustrer rapidement, alors je vais prendre une fonction voilà, basique, hein, de période t. Donc du coup de période t concrètement, ça veut dire que ici par exemple entre là et là j'ai t, entre un point et le retour du, enfin pardon, une image et le retour de la même image, hein. Donc c'est la période minimale, la période t. Et donc l'intégrale justement, si je la prends ici entre a et a plus t, eh bien ce sera la même. Alors là en plus fatalité, ça correspond aux mêmes images. Bon, ce sera la même ici. Alors imaginons que je prenne une autre couleur, voilà, ce sera la même ici. Bon, ça se voit assez bien. Mais c'est aussi la même si je prends, je commence ma période à un autre endroit. Donc par exemple, voilà, je vais le faire ici. Voilà, donc là, entre les deux, j'ai t aussi sur la période. Et quand je prends donc l'intégrale, ça correspond à cette aire-là, qui n'est pas tout à fait dessinée de la même manière, mais qui va bien donner le même résultat. Voilà. C'est dans ce cas-là où c'est moins visible, mais voilà, l'idée c'est ça. Donc, bon, pour les périodiques, d'accord. Quelques exemples très rapides pour cette partie-là, là, donc pour toutes ces petites formules. Donc, exemple qui concerne finalement tout le 2,6. Des exemples vraiment très simples, hein, c'est juste pour illustrer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Une fonction paire, on va faire vraiment très basique. X carré, notre fonction carrée. Donc x carré, justement, du coup on peut dire que c'est égal à la fonction x carré entre 3 et 4. Voilà, etc. Alors on n'a pas encore les primitives, donc je me lance pas dans le calcul. Mais ce qu'on vient de dire, donc concrètement, ça veut dire ça, car justement la fonction qui a x associe x carré est paire. Maintenant, si je prends une impaire, donc je vais me placer dans les négatifs, hein, justement, donc x et x, voilà, je prends x. Celle-là, elle est impaire, c'est la fonction identité. Donc on peut dire que c'est moins l'intégrale de 3 à 5 x et x. Et ça, pour le coup, on peut la calculer même sans les primitives et sans trop de problèmes, puisque je me place entre 3 et 5. Donc j'ai ici 3 et 5 aussi. Et ça revient donc à calculer cette aire-là, ce qui est un trapèze. Je rappelle que l'aire d'un trapèze, donc trapèze, c'est grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Alors, grande base, c'est justement... En fait, il faut prendre les deux côtés parallèles, hein, qui vous donnent les bases. Donc le plus grand, la grande base, le plus petit, la petite base, et la hauteur qui est justement ce qui relie orthogonalement les deux côtés parallèles. Donc là, ça tombe bien puisque c'est un trapèze rectangle. Donc on voit déjà la hauteur, voilà, divisé par 2. Donc ici, on a vraiment toutes les longueurs, il n'y a pas de souci. Ici, on sait que c'est 5, là, c'est 2, et là, c'est 3. Donc, du coup, on peut faire le calcul sans problème, même sans primitive. Donc ça va nous faire 1 demi fois 3 plus 5 fois la hauteur, donc fois 2, donc 8. Voilà, 8 unités d'air, hein, bien sûr, puisque là, on n'a pas fixé des unités connues. Donc, on est en unité d'air.
Si on parlait de l'air, bien sûr. Sinon, si on parle juste de l'intégrale, on garde 8. Alors ensuite, ça c'est pour les impairs, et un petit exemple de périodicité, bon, on va prendre cosinus. Voilà, cosinus x dx qui est, on le sait, 2π périodique. Je vais me placer sur un intervalle qui n'est pas super beau. Voilà, par exemple, moins 4π sur 3, 2π sur 3. Encore que, c'est pas le pire, il est largement exploitable celui-là. Mais tant qu'à faire, comme entre moins 4π sur 3 et 2π sur 3, il y a une longueur de 2π, on peut directement dire que l'intégrale va être la même que entre 0 et 2π. Et évidemment, ça pose moins de problèmes au calcul. Alors bon, on n'a pas les primitives encore une fois, donc je me lance pas spécialement. D'ailleurs, je pourrais utiliser aussi, grâce à la parité du cosinus, que c'est égal à cos x entre moins pi et pi, hein, d'ailleurs. Et encore mieux, je pourrais dire que c'est 2 fois, puisqu'il y a la parité justement, cos x et x. Enfin, bref, vous voyez, on a plein d'écritures différentes pour une même intégrale, là, pour le coup, parce que la fonction est à la fois paire, à la fois périodique. Et donc évidemment, bon, on utiliserait la primitive qui est sinus x pour calculer, et on obtiendrait 0. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? On obtiendrait 0. Non, on n'obtiendrait pas 0, qu'est-ce que je raconte? Sinus pi, parce que justement, on prendrait sinus x entre 0 et pi. Qu'est-ce que j'ai raconté? Parce que ma fonction cosinus, justement, elle est paire. Et donc, non, j'aurais pas... ah oui, mais on l'a prise. Ah oui, oui, mais on l'a prise sur toute une période. Ah oui, oui. Oui, donc oui, on aurait 0 quand même, pardon. Parce que, justement, entre 0 et 2π, notre fonction cosinus, donc elle va être là. Après, à pi, on est ici. Et justement, entre 0 et 2π, si on se place entre 0 et 2π, c'est comme si on avait une fonction impaire, en fait, par rapport à l'axe x égale pi. Enfin bref, on en a autant au-dessus qu'en dessous, quoi. Donc, malgré qu'elle soit paire, je vais quand même récupérer une intégrale nulle. Bon, peu importe, ça vous savez le faire, donc je passe. Ensuite, donc ça, c'était juste pour illustrer des choses qui sont quand même assez simples. Et donc on arrive, ça pour le coup, peut-être que certains enseignants en ont un petit peu parlé. En tout cas, le principe a déjà dû, ça c'est sûr. Ça doit vous parler, méthode des rectangles. On en a même déjà, nous, reparlé depuis le début de l'année. Mais là, on va aller plus loin. Et justement, on va aller jusqu'à ce qu'on appelle les sommes de Riemann, qui sont en fait une extension de cette histoire de rectangle. Donc ça devrait quand même être largement compréhensible pour vous. Mais voilà, on va un petit peu plus loin et on commence à entamer une théorie qui devrait vous amener jusqu'aux séries. Déjà en fin d'année, on en parlera, et l'an prochain aussi, et même dans les intégrales. Enfin, Riemann, c'est un mot et un nom. C'est un mathématicien, bien sûr, dont vous allez entendre parler encore assez souvent. Voilà, donc ce n'est que le début de l'aventure avec Riemann. Alors, donc, justement, j'ai procédé en commençant par un exemple, parce que l'écriture abstraite, enfin la généralisation est assez lourde, assez lourd à écrire, alors qu'en fait le principe derrière est assez simple. Donc on va déjà le voir sur un exemple, et puis après on généralise. Alors, donc j'ai choisi un UN, donc du coup un terme d'une suite, mais la suite s'écrit elle-même comme une somme de 0 à n-1. Voilà, ça qui est un peu bizarre. Donc forcément, quand n va tendre vers l'infini, on imagine bien que ça va nous faire des sommes infinies. Ce qui est justement à la base du principe des séries. Donc bon, tout ça, ça reviendra, on en reparlera. Donc, du coup, chaque terme de la suite est une somme. Et à chaque fois que je prends donc, le terme suivant, ma somme va être un petit peu plus grande. C'est-à-dire que, enfin grande pas forcément dans le résultat, mais dans le nombre de termes. Il y aura un terme de plus. Voilà. Et on s'interroge donc sur la limite qu'aurait cette suite de sommes. Donc c'est quand même, voilà, théoriquement assez abstrait, hein, mais bon, on va s'en sortir. Donc alors, on part d'une fonction... donc vous voyez la tête de la somme, hein, j'ai la somme des 1 sur 1 plus 3 fois k sur n. Et on se dit, bon bah le k sur n, pas super beau, bon on verra bien ce qu'on en fera, on l'appelle x. Et puis on va s'intéresser déjà à la fonction, donc 1 sur 1 plus 3x. Et on va essayer de faire le lien, justement, entre la somme, enfin la limite, pardon, de la somme qu'on est censé calculer, qui est une limite
de somme d'images de cette fonction et la fonction elle-même. Essayer de faire le lien. Bon. Alors justement, du coup, on a posé une fonction telle que, en fait, ce truc-là, ce soit égal à f de k sur n. C'est ça l'idée. La fonction, donc, qui a x associe 1 sur 1 plus 3x, quand x vaut 0, elle est égale à 1, donc je vais avoir un point ici. Et puis après, bon, en gros, on va calculer en 1, et puis on va faire à peu près. Hein. Quand on prend x égale 1, ça fait 1 quart. Donc, du coup, alors, je vais faire à peu près. Alors, donc 1, 2, 3. Oui, évidemment, il fallait pas que ça tombe juste, donc on doit être à peu près par ici. Voilà, pour 1 quart. Donc là, c'est quand je suis à x égale 1. Et après, entre les deux, en fait, c'est une fonction qui est une composée de 1 sur x, hein, et donc qui garde la même allure, sauf qu'il y a un décalage, un changement de repère et de vitesse. Donc en fait, c'est une fonction, on pourrait essayer, qui fait à peu près quelque chose comme ça, en tout cas qui est décroissante, de type hyperbolique. Voilà. Donc on a grosso modo notre fonction. Et maintenant, donc représenter un, alors pour n égale 5. Bon. Alors, pour n égale 5, justement, alors que représente le n dans notre histoire? Il va falloir qu'on explique. Donc, pour n égale 5, ça veut dire que je vais avoir u5 égale 1 cinquième fois la somme des 1 sur 1 plus 3 fois k sur 5, avec k allant de 0 à 4. Voilà. Et k donc va de 0 à 4, et donc ça veut dire qu'on va avoir besoin des images de 0 sur 5, de 1 sur 5, de 2 sur 5, de 3 sur 5, de 4 sur 5. C'est les différentes valeurs de k sur 5. Donc, du coup, ça veut dire que mon intervalle 0,1, je suis obligée de le couper en 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, là, ça tombe à peu près. Ok, donc, un là, un là, un là, et un là, à peu près. Voilà, donc là, j'ai 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes. Et on s'intéresse donc aux images de toutes ces abscisses. Et c'est là que vous allez commencer, je pense, à reconnaître quand même des choses dont on a même déjà parlé de nous. Et au pire que peut-être vous aurez des souvenirs de ce qui a été fait les années précédentes. Donc, voilà. Alors, c'est pas hyper précis, je fais comme je peux sur la tablette. Voilà. Donc ici, on a f de 1 sur 5. Ici, on a f de 2 sur 5, f de 3 sur 5 et f de 4 sur 5 qui justement est 1 quart. Bon. Ensuite, alors le 1 cinquième, qu'est-ce qu'il représente? Ben justement, le 1 cinquième, je vais prendre une couleur, il représente finalement la longueur de chacune des subdivisions. On appelle ça des subdivisions, on en a déjà parlé de ça. On a subdivisé notre intervalle 0,1 en 5. Donc la longueur est de façon régulière, enfin de façon égalitaire, équitable. Donc pour chacun des sous-intervalles, j'ai la même longueur, 1 cinquième. Et donc finalement, à chaque fois, on fait, si j'écris mon U5 de façon développée, j'ai U5 fois f de 0, puisque ça va être avec k égale à 0, plus 1 cinquième fois f de 1 cinquième, pardon, plus 1 cinquième fois f de 2 cinquièmes, etc. Jusqu'au dernier, en fait, il n'y en a que 5, hein, je peux tous les écrire, plus 1 cinquième, f de 4 cinquièmes. Et f de 0, f de 1 cinquième, f de 2 cinquièmes, etc., finalement, sont les hauteurs à chaque fois. Donc finalement, si je regarde par exemple celui-là, ça revient à faire la largeur fois la hauteur. Et donc ça me donne l'aire d'un rectangle. On en avait déjà parlé, hein, justement, de ça. Donc ce que j'ai entouré en vert, ça correspond à cette aire-là. L'aire du rectangle en dessous de la courbe. Le rectangle inférieur, parce que j'ai pris entre les deux images qui séparent, enfin qui bornent, pardon, l'intervalle, j'ai pris la plus petite pour la hauteur. Maintenant, si je prends donc celui-là, c'est celui qui correspond à ça, etc. Donc, ça veut dire que ici, c'est pour k égale 1. Ici, c'est pour k égale 0. Bon, je peux en faire encore un, hein, si vous voulez. Voilà. Pour k égale 2, etc., etc. Voilà, et donc on en a 5. Et donc finalement, U5, c'est la somme
des aires de ces 5 rectangles. Voilà, donc finalement, bah, on a représenté ce que vaut U5, puisque, enfin, j'ai pas fini, mais je peux le faire. C'est donc la somme de toutes nos aires. Voilà, et il m'en manque une en bleu foncé. Voilà. Donc voilà notre U5. Bon, donc maintenant, alors est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je vous ai tout dit là-dessus. Il y a des choses que j'ai pas écrites, hein, mais j'espère que vous avez bien écouté et que vous pouvez l'écrire vous-même éventuellement. Du coup, l'aire totale, je vais quand même l'écrire ça. Donc R total des 5 rectangles. Inférieur, du coup. Voilà, et donc maintenant on imagine que ce n là on a pris que 5, c'était très faible. On imagine qu'on le fait tendre vers l'infini. C'est-à-dire que notre intervalle 0 à 1, au lieu de le couper en 5, on va le couper en un nombre très grand d'intervalles, de sous-intervalles, donc de subdivisions. Et donc forcément chaque subdivision va être de longueur très fine, très petite. Et donc finalement on va récupérer, alors je peux le faire sur une partie, quelque chose de vraiment très fin. Et encore, moi là, j'ai pas une grande précision hein, avec la tablette, ça me permet pas de faire plus précis. Mais ça permet d'imaginer quand même déjà ce qui se passe. Donc c'est censé être régulier, hein, bon, c'est pas le cas. C'est pas grave, bon, etc. On imagine qu'on fait ça partout. Et qu'on recommence, c'est-à-dire qu'on prend tous les rectangles inférieurs, on calcule leurs aires et on additionne. Et on affine de plus en plus, de plus en plus. Donc vers quoi va tendre cette somme? On voit bien qu'au final, quand vraiment la longueur du sous-intervalle est très 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 fine, le rectangle va quasiment se confondre avec l'aire qui est sous la courbe. Donc au final, quand n va tendre vers l'infini, ça va tendre vers carrément l'aire qui est sous la courbe, autrement dit l'intégrale. Voilà. Donc à votre avis, quelle sera la limite du n? Donc un semble tendre, semble converger vers, je vais éviter les raccourcis, converger vers donc l'intégrale entre 0 et 1 de f de x dx. Voilà. Donc c'est pas si simple, hein, parce que bon là moi je vous ai beaucoup guidé, j'ai beaucoup posé des choses, donc peut-être ça vous paraît pas si compliqué, mais l'air de rien, au départ on vous donne donc une somme, pas du tout une intégrale, on vous parle pas de fonction, rien du tout, on vous donne je dirais même une suite en fait, une suite qui est écrite à l'aide d'une somme, enfin, dont le terme général est écrit à l'aide d'une somme, et c'est à vous finalement, dans la somme, de reconnaître la fonction qui va bien marcher, parce qu'on va voir que, bon, on ne peut pas prendre tout et n'importe quoi non plus. La fonction qui va bien fonctionner, qui va bien marcher, et après de faire le lien donc entre la somme et la fonction, c'est-à-dire vous dire que ça va tendre vers l'intégrale. Et justement, ces sommes-là, ce qu'on appelle les sommes de Riemann. Donc c'est la somme de Riemann de la fonction f à l'ordre n, quand on prend un n quelconque. Là, ce qu'on vient de faire tout à l'heure, U5, c'était donc la somme de Riemann de f à l'ordre 5 sur 0,1. Voilà. Donc c'est vraiment finalement la somme des aires des rectangles inférieurs ou supérieurs. D'ailleurs, on va voir qu'il y a deux façons d'écrire une somme de Riemann, avec les inférieurs ou les supérieurs. Et voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ça tend vers une intégrale. Et en fait, alors il y a des cas où c'est plus les sommes qui nous intéressent parce que les sommes sont calculables. Et il y a des cas où ce sont plus les intégrales qui sont faciles à calculer. Donc on s'en sert finalement dans les deux sens, vous verrez. Surtout l'année prochaine. Nous, pour l'instant, on apprend à faire. Après, on va pas forcément tout de suite voir dans quel cas c'est plus intéressant d'avoir l'un ou l'autre. Mais ça permet en tout cas une bascule de l'une vers l'autre. Donc des intégrales vers les sommes ou des sommes vers les intégrales. Voilà. Et en l'occurrence, il est plus facile nettement de calculer l'intégrale de 1 sur 1 plus 3x que de calculer la somme des 1 sur 1 plus 3 fois k sur n, le tout multiplié par 1 sur n. Donc voilà, ça permet de faire un calcul simple et d'avoir la limite de cette suite qui est donc en fait, je disais, presque une série. Pas tout à fait une série, mais voilà. Bon, donc ça c'était un exemple. Alors maintenant, du coup, on est en capacité de généraliser tout ça. Alors je suis juste en train de me demander... Ouais, je vais quand même vous rédiger un petit peu les choses là qu'on a dites ici. Bon, alors le U5, j'en ai déjà parlé. Lorsque n tend vers l'infini, ouais, alors. Donc, conclusion.
conclusion sans démonstration, hein, on va voir que bon. Donc lorsque n tend vers l'infini, la largeur de chaque subdivision ou sous-intervalle, si vous préférez, tend vers 0, puisque on a un intervalle de longueur 1 au départ qu'on divise en n, donc quand n tend vers l'infini, et la longueur c'est 1 sur n, donc ça tend bien vers 0. Et donc, le rectangle devient de plus en plus fin. C'est vulgarisé hein, ce que je dis, hein, mais faut qu'on comprenne le principe. De plus en plus fin. Et l'escalier, puisqu'on peut faire le lien avec nos fonctions en escalier, se rapproche de plus en plus de la courbe de f, justement. De CF. Donc autrement dit, on conjecture que UN tend vers justement l'intégrale de 0 à 1 de f, qui est égale à l'intégrale donc de 1 sur 1 plus 3x dx de 0 à 1. Et là, bon, on va faire une petite entorse, on va utiliser les primitives juste pour avoir une petite idée numérique, ce serait intéressant. Alors, ça revient donc à 1 tiers de ln de 1 plus 3x entre 0 et 1. Bon, je vous refais pas toutes les explications là-dessus, hein, on a déjà travaillé. Ce qui fait donc 1 tiers de ln de 4 moins ln de 1, donc ln de 4. Et c'est environ égal, alors, attendez, je l'avais le résultat. C'est ça, environ 0,462. Voilà, et ce que je voulais juste vous montrer, c'est justement si on prend U5, donc juste pour n égale 5, on fait le calcul. Donc 1 cinquième fois f de 0, plus, je vais mettre un cinquième en facteur, hein, plus f de 1, plus f de 2, plus f de 3, plus f de 4. Je dis n'importe quoi, f d'un cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes, 4 cinquièmes, c'est mieux. Voilà. Donc si vous faites le calcul, alors je vous passe les détails, je les ai quelque part, ouais, je les ai. Bon, peu importe, hein, vous êtes capable de faire les calculs. En fait, on trouve à la fin environ 0,546. Donc, on n'est pas, on n'y est pas, quoi. Hein. Le vrai résultat, entre guillemets, c'est, enfin, la limite, c'est donc environ 0,462, c'est un tiers d'ln de 4. On n'y est pas. Mais enfin, déjà à l'ordre 5, on n'est pas si loin quand même. C'est ça qui est intéressant. Et donc, justement, je suis allée en calculer pour vous montrer un petit peu. J'avais fait U20, par exemple. U20, on est à 0,481. Donc U20, c'est quand je prends n égale 20. Donc j'ai 1 sur 20 fois la somme de f de 0 plus f de 1 vingtième, plus f de 2 vingtièmes, plus f de 3 vingtièmes, etc. Donc il y a beaucoup plus de termes, hein, beaucoup plus de précision. Et je suis à 0,481. Donc là, on est à un ordre d'idée enfin, au dixième, on est juste. Voilà. C'est au centième qu'il y a une erreur. Maintenant, si je prends U50, on est à 0,4697. Donc là, vous voyez, ça commence à être intéressant. Les centièmes sont bons, c'est au niveau des millièmes, etc. Ah ben j'avais fait U100 aussi, donc je vais vous le donner. U100, c'était 0,4659. Vous voyez, là aussi, bon, on est toujours au millième faux, mais on est plus proche quand même. Donc pas mal, voilà. Donc effectivement, ça tend petit à petit. Il faut parfois atteindre des n très grands selon la précision qu'on veut. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc ça a l'air de marcher, notre histoire. Alors justement, on arrive au 3-2, où là, on va vraiment définir les choses proprement. Et on dit un peu plus sur la théorie, sur tout ce qui est vrai ou pas vrai. Mais en fait, tout ce qu'on a vu va être vrai, hein, donc il n'y a pas un gros problème. Alors, donc justement, ce qu'on appelle somme de Riemann. Donc j'en ai parlé. Alors en fait, c'est la somme de Riemann... j'allais dire inférieure, pas forcément, hein, c'est-à-dire que c'est la somme de Riemann qui utilise à chaque fois les premières images. D'ailleurs, est-ce que c'est bien celle-là que je... Ah non, là, je vous ai fait l'autre. Là, pardon, là, c'était celle qui utilise les images... Ah oui. Ah mince. Bon. Oui, pardon. Est-ce que là, j'ai pas pris f de 0 et... Quand je voulais dessiner, je veux dire.
Ah, désolé, en fait, c'était les supérieurs. Ah, zut. J'ai pas fait attention que j'avais pris entre 0 et n-1. J'ai dit en plus, mais après, quand j'ai dessiné, j'ai pas fait attention. Et du coup, ce sont les rectangles supérieurs, puisque f de 0, c'était 1, justement. Alors, qu'est-ce que je suis en train de me demander? Qu'est-ce que je vous change? Parce que le problème, c'est qu'après les calculs que je vous ai mis, je suis bien partie de f de 0. Bon. Ah là là, désolé. Donc, du coup, de 1 à... Enfin, non, non, je vais vous changer le... Parce que sinon, ça change tous les calculs, c'est dommage. Après tout, le dessin, c'est un peu moins grave. Donc, je reprends, du coup, le dessin. C'est pas très grave, hein, c'est juste que la hauteur, c'est pas f de 1 cinquième, justement. Mais en plus, le pire, c'est que... Il me semble que je l'ai dit, mais j'ai pas... Bon, bref. Ok. Alors, j'ai pas pris la même couleur. Bon, c'est pas grave. Voilà, parce que en fait, là, justement, quand k vaut 0, c'est f de 0. Donc f de 0, c'est 1, et donc notre hauteur, on a le rectangle supérieur. C'est justement quand j'étais en train de vous expliquer ça, et je me disais, mais il me semble que je leur ai fait l'autre, j'ai pas fait la somme de Riemann supérieure, j'ai fait la somme inférieure quand je l'ai dessinée. Alors qu'ici, justement, c'est la supérieure. Bon, donc là, pareil, quand k vaut 1, c'est f de 1 cinquième la hauteur. Quand k vaut 2, c'est f de 2 cinquième la hauteur. Donc on est là, comme ça. Bon, le principe est exactement le même, hein, c'est juste que du coup, on obtient une valeur qui est légèrement supérieure, justement. Et on l'a vu là dans nos approximations, on était légèrement au-dessus à chaque fois. Et celle que je vous ai dessinée tout à l'heure existe, c'est l'autre justement, c'est celle qu'utilise les rectangles inférieurs, qui va donner une approximation aussi très fine au fur et à mesure que n grandit, mais toujours en dessous. Et donc la vraie valeur entre guillemets de l'intégrale sera toujours comprise entre la somme des rectangles, enfin des aires des rectangles inférieurs et la somme des aires des rectangles supérieurs. Autrement dit, entre les deux sommes de Riemann. Voilà. Donc désolé, hein, désolé pour la petite confusion. Après, tous les calculs, en revanche, sont bien cohérents avec la définition que j'avais mise là dans l'exemple. En fait, les deux existent, alors bon, j'ai pas fait gaffe. Bon, désolé. Voilà. Donc du coup, tout ça pour dire que justement, celle qu'on vous définit, c'est bien celle qu'on a vue là dans l'exemple, c'est celle donc qui utilise à chaque fois la première image de l'intervalle, donc l'image la plus à gauche. Donc on pourrait dire une espèce de somme de Riemann de gauche. Voilà. C'est pas forcément la plus grande, attention, justement. Hein, faites pas comme moi là tout à l'heure, automatiquement vous mettre en dessous. C'est la plus grande si la fonction est décroissante. Si vous avez une fonction qui est croissante, au contraire, ça va être la somme de Riemann qui donne le résultat le plus petit. Voilà, tout dépend de votre fonction d'origine. Bon, en tout cas, donc ça, c'est une somme de Riemann, donc de f de rang n sur l'intervalle AB. Et l'autre existe, c'est celle que j'ai mise en remarque. Vous la voyez ici, je vais la fléauter. Voilà, vous la voyez ici, qu'on appelle R au lieu de S. Mais bon, c'est le même principe. Donc celle-là, alors, je ne voudrais pas vous perdre. Donc ça, c'est la somme de Riemann de gauche, entre guillemets. Gauche de l'intervalle. Enfin, en prenant les valeurs de gauche, je ne sais pas comment peut-être de gauche plutôt qu'à gauche. Et de droite. Voilà. Donc là, c'est en prenant les valeurs de droite, et à chaque fois les dernières valeurs de l'intervalle, dernières images de chacun des intervalles. Voilà. Et donc, si on parle un peu plus de la formule, on est sur l'intervalle AB, donc la longueur de l'intervalle, c'est B-A. Et si on coupe l'intervalle en n, du coup, chacune des subdivisions est de longueur B-A sur n. Donc, c'est notre fameux 1 sur n qu'on avait dans la formule. Donc, autrement dit, ça, c'est la longueur de chaque subdivision. Et ça, c'est la hauteur de chacun des rectangles. Voilà, donc le A, c'est celui qu'on a au départ. Nous, c'était 0. Donc, sur les abscisses, on est en A. Et à chaque fois, on rajoute le B-A sur n, c'est-à-dire la longueur d'une subdivision. Donc là, au suivant, je suis à A plus B-A sur n, donc une subdivision. Après, je rajoute encore une fois B-A sur n, donc je serai à A plus 2 fois B-A sur n, etc. Donc, les abscisses correspondent bien à chaque endroit où on a coupé l'intervalle AB. Et donc, on fait f de ça, c'est-à-dire qu'on prend à chaque fois l'image correspondante. Et on additionne et on a mis en facteur la largeur de l'intervalle qui est toujours la même. Mais donc, on fait bien une somme d'air. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, donc si on illustre. Alors, cette fois-ci, je vais prendre... qu'est-ce que je vais faire? Je vais en prendre une croissante, justement. Comme ça, vous allez voir la différence. Alors, imaginons que je prenne une fonction voilà, croissante, rien de fou. Je me place entre A et B. Voilà, imaginons que j'ai mon A et mon B ici. Et donc, je vais faire des subdivisions. Je vais subdiviser, alors évidemment, normalement, c'est en n. Bon, n, moi, il faut bien que je prenne une valeur
Pas, bon, peu importe, je vais faire quelques subdivisions pour qu'on ait ça à l'image. Voilà, je vais essayer de les faire à peu près régulières, c'est censé être le cas. Voilà. Voilà. On va dire que ça coïncide avec l'axe. Hop, hop, hop. C'est pas obligé hein, que ça coïncide avec l'axe, je précise. C'est juste que ça m'a arrangé. Voilà. Donc imaginons que j'ai coupé mon intervalle, et là donc je m'intéresse à celle de gauche, ok. Donc qu'est-ce que ça donne? Justement, donc à chaque fois, là j'ai mon B moins A sur N, la longueur, donc la largeur de mon rectangle, et je prends l'image la plus à gauche. Donc la plus à gauche ici, ça va être celle qui se retrouve en dessous de la courbe, qui va me faire donc un rectangle comme celui-là. Voilà. Ensuite, pareil ici. Donc je rappelle qu'on fait l'air par rapport à l'axe des abscisses, hein. Là, j'ai donc ici, et ensuite on bascule au-dessus, mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on est toujours en dessous de la courbe, c'est juste qu'on est au-dessus de l'axe des abscisses, mais le principe est le même. Voilà. Et donc là, quand j'additionne toutes ces aires, j'ai calculé ma somme de Riemann pour f entre A et B, et pour n égale, alors je ne sais pas en combien j'ai divisé, là je n'ai même pas regardé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà. Donc là, ce serait pour n égale 13, pour la fonction que j'ai dessinée là, et entre A et B. Et évidemment, il s'agit donc d'additionner toutes ces aires. Et donc, si ça, je l'appelle, je vais lui donner un nom, ça, on va le mettre en bleu, ça, je l'appelle xk, c'est-à-dire que j'indice, en fait, je numérote les différentes abscisses, x0, x1, x2, x3, etc. Donc A, ce serait x0, là, j'aurai x1, x2, x3, x4. Alors, je les mets en hauteur parce que je n'ai pas la place, mais oh là là, c'est pas grave, je vais refaire ça. C'est rien. Voilà. Mais bien sûr, il s'agit des abscisses, hein, donc c'est bien là, x3, x4, x5, x6, x7, etc. Voilà. Bon, donc ça, ok. Et donc, juste pour qu'on soit bien sûr de bien tous se comprendre, x4, ce serait donc A plus, pardon, 4 fois B moins A sur N. B moins A sur N étant la longueur d'une subdivision, donc c'est ce dont on avance à chaque fois. Bon, donc ça, c'est un... Ah, mais j'ai enlevé la courbe, carrément. Ah oui, pardon, je l'avais pas vu, ça. Elle passait de toute façon par ces images-là. Je vais la refaire à peu près. Voilà. Bon, maintenant, imaginons que je prenne une courbe qui n'est pas tout le temps monotone, ou croissante ou décroissante. C'est intéressant aussi de changer un petit peu de contexte. Donc, même principe, là, je me place entre A et B. Je vais subdiviser, là aussi, peu importe le nombre de subdivisions, mais c'est juste pour qu'on se comprenne. Voilà. C'est pas hyper équitable. Bon, je fais de mon mieux. Voilà. Bon, on va le faire. La dernière, on va la faire entre les deux, et puis ça fera l'affaire. Hein. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. Donc là, j'ai subdivisé en 9. Voilà. Bon, encore une fois, c'est un exemple. Hein. Donc là, même principe, je prends toujours la première image de l'intervalle. Donc d'abord, je suis en dessous parce que je suis sur une portion où la courbe est croissante. Donc là, pareil. Là aussi, toujours, mais c'est la dernière fois. Et donc là, hop, je bascule rectangle supérieur, puisque maintenant, je suis sur une partie décroissante. Voilà. Donc, quand la fonction n'est pas monotone, voilà, on n'a pas forcément l'assurance que la courbe, enfin que l'intégrale soit comprise entre les deux sommes de Riemann, justement. Ça va être valable si la fonction est monotone, puisque quand elle est monotone, j'ai soit les rectangles, soit ils sont tous inférieurs, et les autres tous supérieurs, soit... enfin, oui, ou vice-versa, quoi. Donc, on sait que l'intégrale va être comprise entre les deux. Quand je suis dans un cas comme ça, où j'en ai certains au-dessus, certains en dessous, c'est pas si évident. Hein.
Voilà, donc évidemment, les cas où f n'est pas monotone sont un peu plus problématiques parfois. Enfin, en tout cas, moins faciles à exploiter. Pas forcément problématiques, mais moins faciles à exploiter. Voilà, donc après la remarque, j'en ai déjà parlé. Donc on est d'accord justement, enfin j'espère que je vous ai pas embrouillé, mais je pense que depuis j'ai rectifié quand même, que si je prends justement donc Rn cette fois, c'est-à-dire les sommes de Riemann qui correspondent aux valeurs de droite, donc ici, ça me donnerait, alors, je vais pas forcément le faire partout parce que vous allez plus rien comprendre sinon, mais voilà, en gros, je me cale vraiment sur la valeur de droite. Et donc, ça me donne une autre approximation de la même intégrale. Et on sent bien que quand la subdivision va devenir de plus en plus petite, de longueur de plus en plus petite, en fait, les deux vont converger vers l'intégrale, et donc on va avoir aussi une convergence de l'une vers l'autre. Enfin, c'est-à-dire que la distance entre les deux va tendre vers 0. Bon, etc. Hein, je pense que vous avez compris le principe. Ok, bon, très bien. Donc ensuite, on en arrive justement parce que là, on a conjecturé beaucoup de choses. Hein. Dans ce que j'ai dit, il y a déjà l'essentiel de ce qu'on va voir, sauf qu'on n'a rien démontré. Donc justement, on arrive au grand 3-3, où là, on va parler vraiment de la convergence et démontrer les choses. Donc le théorème, justement, c'est la conjecture qu'on a faite. C'est-à-dire que si du moment où je pars d'une fonction continue, alors il faut quand même qu'elle soit continue, hein, il faut qu'elle admette une intégrale sans problème entre A et B, alors la suite des sommes de Riemann tend vers cette intégrale, justement. Et pareil pour Rn, bien sûr. Alors on va le démontrer pour Sn, vous allez voir que c'est déjà suffisamment compliqué et long. On ne le fera pas pour Rn, mais c'est exactement le même principe. Alors, pour une fois, je me suis permise d'écrire la preuve à l'avance parce que vous voyez bien que c'est long, ça fait des vidéos qui sont longues et donc et pour vous et pour moi, hein, ça fait long. Donc comme je les avais déjà écrites, je me suis permise donc de faire des impressions d'écran, des captures d'écran, et je vais juste commenter. Et évidemment, je vous engage à faire des arrêts sur image et à copier tranquillement votre preuve. Hein. Évidemment, l'idée c'est pas de se presser, ça sert à rien, parce que je vais parler beaucoup plus vite que ce que vous pourrez écrire, puisque moi j'ai déjà tout écrit. Je vais commenter en fait, mais la preuve est déjà écrite. Donc le théorème justement, on l'a vu, donc ça revient à dire que les Sn, donc la suite des sommes de Riemann tendrait vers l'intégrale, et donc entre A et B de f, et donc on veut démontrer ça. Alors je précise que la preuve que je vous présente est valable pour f de classe C1, pour f qui serait juste continu, pas forcément de classe C1, parce que bon, le théorème il dit ça, hein, il dit que c'est valable aussi pour f juste continu, elle n'est pas azoprogramme, on ne verra pas cette preuve-là, donc on admet. On admet que quand f est continu, juste continu, ça fonctionne aussi. Et donc nous, on va démontrer dans le cas où f est de classe C1, c'est quand même souvent le cas, hein, donc ça permet déjà quand même de démontrer pour une majorité de cas. Alors, donc au départ, qu'est-ce qu'on vous dit? On pose juste des notations. Alors je vais peut-être fluoter au passage, comme ça on se comprendra. Donc, du coup, si on considère les notations, donc le xk, le xk c'est le même que celui que j'ai pris tout à l'heure. Voilà. Donc les xk, ce seront les différents endroits où on a coupé l'intervalle. Donc on part de l'intervalle AB, on est vraiment dans le cas le plus basique, enfin le plus général plutôt, qui soit. Et on subdivise en n, voilà. Et donc ça nous donne bien ces notations-là. Si on considère l'intégrale de a à b de f, on peut utiliser chal pour justement dire que ça revient à faire la somme des intégrales entre xk et xk plus 1 pour tous les cas entre 0 et n-1. Je vais de 0 à n-1 parce qu'on a pris, là on va démontrer pour Sn et pas Rn. Si on le faisait pour Rn, on prendrait k entre 1 et n. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois on prendrait l'extrémité de droite de l'intervalle. Voilà, donc on commencerait à x1. Alors que là on commence à x0, on va jusqu'à xn-1. Bon, ok. Donc ça, c'est une remarque. Ensuite, nous, on voudrait donc démontrer que Sn de f tend vers l'intégrale de f. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je calcule déjà, j'essaie d'avoir un peu plus d'infos sur la distance entre les deux, entre ces deux choses-là. Et l'idée, ce sera à terme de démontrer que ça tend vers 0. Donc justement, je fais le calcul, alors je vous laisse prendre connaissance. Là, au début, j'ai vraiment juste remplacé par les deux écritures à l'aide des sigmas. Bon. Ensuite, je mets un seul sigma pour le tout puisque les indices sont les mêmes. Bon. Ensuite, alors, oui, ça c'est peut-être le point à commenter. Donc ça,
je le remplace par ça, parce qu'en fait, f de xk, c'est juste l'image de xk, c'est une constante. Et donc, quand je fais... donc, b moins a sur n, rappelez-vous, c'était le... Donc, si je le dessine rapidement, en fait, j'ai mon xk ici, xk plus 1. Là, je suis sur, sur le morceau. Et donc, nous, on considère, en fait, l'image de xk. Donc, je suis là. Voilà. Et ce qui est ici, là, c'est la longueur d'une subdivision. Donc, c'est b moins a sur n. Donc, en fait, b moins a sur n fois f de xk, qui est ici la hauteur, ça revient à l'aire du rectangle. Autrement dit, ça revient à l'intégrale entre xk et xk plus 1 de f de xk, de la fonction constante égale à ça. Voilà, ce qui me permet d'avoir donc deux intégrales qui se soustraient et d'utiliser la linéarité de l'intégrale pour en faire plus qu'une. Voilà, donc on en est là. Bon, ensuite, du coup, si je reprends le calcul qu'on vient de faire et que je cherche à avoir la valeur absolue. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vous rappelle que l'idée c'est de démontrer que ça tend vers 0. Et en fait, la valeur absolue, souvent, ça permet de faire des majorations qui simplifient les choses. Et surtout, si le majorant tend vers 0, bah, ça suffit à montrer que la valeur absolue tend vers 0, puisqu'elle est elle-même plus grande que 0, hein, donc il y a un encadrement. Et si la valeur absolue de la distance tend vers 0, alors l'un tend vers l'autre, en fait, les deux éléments. Donc, c'est intéressant de partir là-dessus, en tout cas si on s'en sort. Donc, je prends la valeur absolue de ce qu'on vient de voir. Donc, au début, j'ai vraiment juste réécrit. Et grâce à l'inégalité triangulaire, je peux en déduire que la valeur absolue de la somme, c'est inférieur ou égal à la somme des valeurs absolues. Donc, j'en arrive ici. Voilà. Et aussi, on avait vu, c'était le corollaire de la croissance des intégrales, que la valeur absolue d'une intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale des valeurs absolues. Qui est un peu le même principe que l'inégalité triangulaire, en fait. Hein. Voilà. Et donc, on arrive à cette inégalité où j'ai mis une étoile en bleu, là. Donc, la valeur absolue qui nous intéresse, elle est inférieure ou égale à cette somme. Bon. Ok, donc maintenant on va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire de chaque élément de cette somme. On va essayer de majorer ça maintenant. Donc on se souvient que f est de classe C1, ça va nous servir, parce que ça veut dire qu'elle est dérivable et que sa dérivée est continue. Et grâce à ça, comme on est sur AB qui est un segment, nous on ne fait que de l'intégration sur un segment là cette année. Du coup, bah, d'après le théorème des bornes atteintes, on peut dire que notre f', c'était f' qui était continu et qui nous intéressait hein, sur AB, on peut dire que f' est borné sur AB. Autrement dit, sa valeur absolue est majorée. Voilà, donc on en arrive à valeur absolue de f' inférieure ou égale à m. Il existe un m, quoi, en tout cas, qui vérifie ça. Et ça nous fait penser normalement à l'IAF, l'inégalité d'accroissement fini. Et donc effectivement, si on l'applique, bah, vous l'avez ici, si on l'applique textuellement, hein, ça nous dit ça. Comme la dérivée est majorée par m, je peux dire que pour tout xy entre a et b, bah, la différence entre f de y et f de x est majorée par m fois la différence entre y et x en valeur absolue, bien sûr. Voilà, et donc bah, nous on se dit oui, ok, super, sauf que nous, y, bon, on s'en sert pas. En revanche, on a des xk, xk plus 1, etc. Donc nous, on va appliquer ce qu'on vient de voir sur chaque sous-intervalle, xk, xk plus 1. Donc on prend a égale xk, b égale xk plus 1. Et comme il nous faut quand même quelque chose qui soit valable pour tout x dans l'intervalle, on va garder x qui va varier dans l'intervalle, et y, lui, on va le fixer, vu que c'était valable pour tout y, hein, on va le fixer à xk. Voilà. Et donc si on applique du coup ce qu'on vient de voir avec ce que je viens de dire, ça nous donne ce qui est ici. Et il s'avère que xk moins x est entre xk et xk plus 1, rappelez-vous. Hein. Or, la longueur, ça je vais peut-être le rappeler, parce que la longueur, donc xk plus 1 moins xk, ça, c'est égal à b moins a sur n. Rappelez-vous, c'était la longueur d'une subdivision. Ça veut dire que si à la place de xk plus 1, je prends un x quelconque entre xk et xk plus 1, la longueur est forcément plus petite ou égale. Donc c'est inférieur ou égal, ce truc-là, à ce truc-là, à b moins a sur n. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec notre distance là, inférieure ou égale à m fois b moins a sur n. Et donc on revient à, parce que rappelez-vous, on avait ici, je vais peut-être changer un peu de couleur. Voilà, on avait ici cette intégrale, et je vous ai dit, on va essayer de majorer cette intégrale. Donc on revient à cette intégrale, maintenant qu'on a des infos sur la valeur absolue qui est dedans, et on la majore à son tour. Donc l'intégrale, du coup, on majore ça par ça, donc on se retrouve avec ça, et ça c'est une constante, donc on peut
la factoriser, enfin la sortir, entre guillemets, l'intégrale. Et après, bah, il nous reste l'intégrale de 1 entre xk et xk plus 1. Bon, c'est faire, donc ça fait xk plus 1 moins xk. Voilà. Et donc, on récupère notre 2 étoiles ici. Donc, en gros, dans notre somme, chaque intégrale est majorée par ce qui est ici. Maintenant, si on reprend du coup notre calcul de la valeur absolue qui nous intéressait, je vous rappelle alors, une étoile, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, et 2 étoiles, c'est ce qu'on a au-dessus, qu'on a juste utilisé. C'est-à-dire que ça, on l'a majoré à chaque fois par ça. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Bon, on y est presque. Maintenant, on s'intéresse du coup à cette somme qui est notre majorant. Rappelez-vous, nous, on aimerait montrer que ça tend vers 0, donc il y a encore un petit peu de travail. Il s'avère que... Alors, je vais encore changer de couleur, parce que sinon, on mélange tout. Il s'avère que, donc lui, on peut le factoriser, donc on va le mettre dehors, bon. Et il s'avère qu'il nous reste une somme télescopique. Donc ça nous intéresse puisque ça va nous faire dégager le sigma, puisqu'on est capable de calculer. Et donc justement, on se retrouve avec xn moins x0. Xn, c'est la toute dernière, le tout dernier, enfin c'est l'extrémité de notre intervalle de départ en fait, hein, c'est le tout dernier endroit, enfin on n'a pas vraiment coupé, c'était la borne, donc c'était B, et x0 c'était le tout début, donc c'était A. Donc en fait c'est B moins A cette histoire. Et donc de là arrive m fois B moins A carré sur n. Donc ça veut dire que la somme qu'on avait tout à droite là dans notre inégalité, elle est en fait égale à m fois b moins a au carré sur n. Donc on récupère en finalité cette inégalité. Et ça nous intéresse vraiment, parce que d'un côté j'ai 0 et de l'autre côté j'ai quelque chose qui tend vers 0. Donc par encadrement, la valeur absolue qui nous intéressait, la distance en fait entre notre suite et notre intégrale tend vers 0, autrement dit, la suite tend vers l'intégrale. Voilà, donc effectivement, c'est vrai, quand on prend une somme de Riemann et qu'on fait tendre n vers l'infini, donc c'est-à-dire qu'on décide de subdiviser à l'infini, effectivement, quand on fait notre somme, on va récupérer quelque chose qui tend vers l'intégrale. Donc c'est pas pour rien que, je l'avais dit déjà en préambule, quand on en a parlé en classe, qu'on a choisi le symbole S comme une somme, puisque finalement, justement, somme de f de x dx, c'est la limite. Alors, dans le cas où f est continue, etc., etc., bon, mais quand même, en fait, nous, on est sur un segment AB, donc on va avoir f continue, a priori, quand on s'intéresse à une intégrale. Donc finalement, ça correspond donc à c'est-à-dire que, imaginons que j'ai ma fonction entre A et B. Le dx, c'est pas pour rien qu'on l'a noté comme ça, parce que c'est la notation infinitésimale, c'est-à-dire que c'est en gros une distance infiniment petite sur les antécédents, sur les abscisses. Donc en gros, je vais avoir un truc tout petit ici, que je multiplie par une image, qui correspond justement à x, si on considère qu'on est autour de x. Donc en gros, je vais faire un espèce de bâton, plus ou moins large, mais dx, c'est justement quelque chose qui est très petit, qui va tendre vers 0 en fait. Et j'additionne ça pour tous les x entre A et B. Donc autrement dit, c'est bien la limite des sommes des rectangles, des aires des rectangles, supérieurs ou inférieurs. Ça ne changera pas la limite, ça reviendra au même. Donc les notations ont été choisies pas au hasard en fait. Donc S c'est bien la limite d'une somme. Et f de x dx, en fait, il s'agit bien finalement de sommer à l'infini des espèces de rectangles de plus en plus maigres. Voilà, on va dire ça. Voilà. Bon, bref. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, parce que la vidéo a déjà duré un petit peu, donc je suis juste en train de regarder si j'avais autre chose à vous dire là-dessus, mais j'en ai déjà dit pas mal. Oui, alors oui, j'avais des exemples, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais passer. J'avais un petit exemple avec la fonction carré, mais bon, je pense qu'on a compris l'idée. Ce qui est intéressant par contre, c'est de voir comment on peut s'en servir pour calculer justement des limites de suite qui sont écrites avec des sommes. Mais ça prend encore un petit peu de temps. Donc c'est pas grave, je vais le faire dans la vidéo suivante. Voilà, comme ça vous et moi, on fait une pause. En tout cas, merci pour votre écoute jusque-là, et à très vite pour la suite.